Sur une planète aride qui ne supportait pas la vie, un seul oasis acceptable demeurait. C'est sur l'île Ellesmere, dans le nord du Canada, que la Société des Adamites est apparue. Pendant les siècles qui ont suivi, ils ont peuplé une partie de cette pointe, la seule partie de la planète qui était encore éclairée par l'énergie supportant la vie et qui possédait encore de l'eau fraîche. C'est en 3900 avant Jésus-Christ qu'ils ont banni les partisans de Caïn, les utilisateurs de la technologie du fer. Ils se sont établis alors à l'extrémité sud de l'île Ellesmere, de l'autre côté de ce qui apparaît avoir été un fleuve qui séparait le continent canadien et qui est devenu depuis, avec la remontée des eaux, une île appelée l'île Devon. C'est à cet endroit-là, situé à 666 000 yards de l'endroit idéal, dans la pénombre du rayonnement qui autorisait une vie de qualité, que s'est développée la société de Caïn. La densité des dormeurs géants de l'île Devon est très élevée. La plupart sont de la première génération de pierre, mais des couleurs ont été ajoutées par les générations suivantes. Et bien qu'ayant été maltraitées, certaines de ces fresques couleurs sont des œuvres absolument magnifiques qui sont dignes des grands peintres. Le géant dormeur, le plus important, sans doute le premier, est un enfant qui regarde innocemment la terre native qui apparaît supplier. Était-ce une supplication pour le retour au bercail? Comme il était possible de le prévoir, la résolution des images satellites du Devon n'est pas très élevée. La couleur et le niveau relatif de détail témoignent des foyers de civilisation qui ont existé à cet endroit-là, particulièrement la partie ventrale, qui laisse entrevoir des couleurs du sol, par les couleurs du sol, le cœur de l'une des communautés pilotes de l'ancienne histoire de l'endroit. Incidemment, il n'existe qu'une seule zone à haute résolution satellite sur toute l'île. Elle est justement située dans sa partie ventrale. Cette zone de haute résolution est de 400 km². Elle a été allouée à la demande de la NASA qui désirait offrir une fenêtre ouverte sur ses pratiques en environnement extrême. En effet,
La NASA possède là-bas un pied-à-terre très bien équipé dans sa partie centrale du Devon, précisément au centre de cette zone de haute résolution. Elle profite de la rigueur climatique de cet endroit pour y conduire des expérimentations diverses, comme le forage, et parfaire l'éducation des futurs astronautes. Je n'ai pas cherché la NASA, c'est elle qui m'a trouvé. Par les artefacts et les structures que cet endroit-là contient, cette zone a longtemps retenu mon attention. Ce n'est qu'après des recherches approfondies que le lien a été fait avec leur pied-à-terre, leur chemin préféré et certaines de leurs fouilles. La zone de haute résolution, en fait, elle n'est pas si haute que ça. Cette zone est protégée du regard des curieux de multiples façons. La première utilise une résolution d'image qui n'est pas aussi graduelle qu'ailleurs lors d'un zoom, mais qui s'ajuste par palier, offrant rarement un point de vue clair à des hauteurs qui permettraient de distinguer facilement des dormeurs géants. Si la résolution de plongée est bien présente, la résolution des images elle-même est limitée quelle que soit la hauteur duquel on observe. Des amas de pierres importants jonchent le sol, mais ils n'ajoutent pas de hauteur mesurable à l'élévation du terrain sur les images satellites. C'est un phénomène qui se produit qu'à cet endroit-là. Bien repérables à l'ombre qu'ils occasionnent au bâtiment, au sol, ces amas n'émergent pas du sol sur la carte satellite, et lorsqu'on tente de mesurer en glissant le curseur, l'élévation du terrain se fige et doit être réinitialisée. Utilisant des repères connus comme ceux offerts par les bâtiments de la NASA qui sont sur place, il a été possible de déterminer la relation qui existe entre les dimensions de la structure, celles de leurs ombres, une relation qui a été confirmée par quelques structures qui ne disposent pas de cette protection. En fait, il y a peu de lacs et la vaste majorité des taches noires visibles dans ce rectangle sont des ombres de structures. Des formations géologiques communiquent à l'endroit le caractère idéal pour la pratique des astronautes, dira le communicateur scientifique. Rien de nouveau sur le Soleil, mon Charles, puisque c'est le cas de 99% du Grand Nord canadien. Le fait de les retrouver précisément à cet endroit, le fait qu'ils possèdent des circuits de visite guidés les conduisant aux endroits de grand intérêt, qu'ils effectuent des travaux autour de certains des dormeurs, que les images disponibles publiquement de cet endroit sont en quantité beaucoup moins... Les images disponibles publiquement de cet endroit sont en quantité beaucoup moins importante que le reste du Grand Nord canadien, et que les images restantes et utilisées par la NASA même pour leur promotion laissent voir des sculptures et des restes de structures de pierre de conception similaire à celles d'Amérique centrale ou de l'île de Malte, et ne laissent que peu de doute sur les motifs sous-jacents de leur présence à cet endroit. Le fin détail de cette zone satellite, ajouté à l'analyse des intérêts de la NASA soulignée par le contraste des routes qui sont fréquemment utilisées, apporte des précieuses informations quant à l'objet de leur présence à cet endroit. Et des endroits d'intérêt, des dormeurs géants, des murales, des structures, des sculptures, il y en a une foule. Au-delà des structures, dont certaines atteignent plus de 25 mètres de hauteur, la NASA ne se sont pas installés à cet endroit sans raison. Ils sont en fait au centre d'une ancienne cité qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres carrés, avec ses avenues, ses quartiers à usage résidentiel et ceux à l'usage des temples.
Notre ancienne histoire est remplie de ces représentations d'animaux fabuleux ou des hommes possédant des caractéristiques animales, des êtres qui apparaissent relevés de l'imagination et qui ont été classés dans l'histoire inexpliquée, une catégorie appelée mythologie. L'histoire fabuleuse désigne cette période de l'histoire ancienne dont les hommes avaient tout oublié, à l'exception de ce qui avait marqué. Il n'y a pas que les représentations. Le 7e livre du Ramayana indien raconte que les Vanaras vivaient auparavant sur les pentes du mont Meru. Un des chefs de cette nation, qui avait comme nom Kesari, s'est marié avec la belle Apsara. Elle a donné naissance à un fils du dieu du vent Vaju, qui devait avoir la capacité formidable de monter au ciel d'un saut rapide comme son père. Le nom du garçon était Hanuman. Il est devenu le grand chef des Vanaras. Les Vanaras sont courageux, un peuple fort actif, curieux, et ils sont d'une humeur très variable. En fait, ils sont un peu irritables, très dévoués, honnêtes. La dévotion et l'obéissance à leur chef Hanuman et à l'enseignant Rama est même devenue une légende parmi les hindous. Il est dit que Hanuman est devenu célèbre pour sa grande sagesse et son courage parmi les dieux, parmi les hommes et parmi les singes, car les Vanaras étaient une nation d'hommes singes, un peu plus petits que les hommes. Ils possédaient un visage assez humain, et leur tronc était couvert d'une laine épaisse de couleur brune ou rouge, avec une queue. C'est ici que les choses changent, car ce qui suit soulève le voile sur les événements du second millénaire. Il y a des individus qui ont contribué à cristalliser la dictature occultée moderne. Les bons, ceux de Dieu, étaient ceux qui ressemblaient à l'archétype original Adam, les enfants de Dieu. Les autres étaient les enfants des hommes. Le génome, c'est l'ADN. L'ADN, c'est une roue à molette spiralée qui est contenue dans chaque cellule vivante de la planète, dont les rayons de la roue déterminent la forme. Toute forme vivante est le reflet le plus strict du génome qui la compose. Notre science moderne conclut qu'au-delà des agents physiques, le rayonnement électromagnétique, similaire à celui produit par les bombes atomiques, par exemple, aura un effet dramatique sur la combinaison de la roue à molette spiralée et va engendrer toutes sortes de bizarreries. Les anciens aussi croyaient ça. En fait, ils prétendaient que les caractéristiques du rayonnement électromagnétique, comme sa fréquence, sa modulation, constituaient une référence que l'ADN épousait. Toute variation électromagnétique soutenue devenait une séquence de commandes suivie à la lettre par l'ADN environnant, ordonnant l'organisation des courbes de la forme de vie. Or, il était aussi prétendu que ce rayonnement électromagnétique possédait comme source le cosmos qui nous entoure et que ce rayonnement cosmique, sa fréquence et ses modulations étaient au centre d'un concept global qui prenait le nom de voie divine.
Généralement stable, cette musique, qui variait par à-coups sur des longues périodes, avait comme conséquence d'entraîner avec elle des modifications de toute la vie dans une espèce de plan dont la destinée échappait à l'intellect des hommes, qui commandait une évolution par saut qui était appelée l'évolution divine. C'est exactement ce qu'est le concept de l'agriculture jusqu'à l'eugénisme nazi. Une sélection génétique basée sur des caractéristiques de la forme. Leur tour du balancier était que les formes épousant au mieux l'onde de la musique divine étaient aussi celles qui étaient les mieux adaptées à leur environnement, les plus avancées, les plus lumineuses, les plus rayonnantes. De tels individus possédaient des aptitudes et des dons naturels d'attraction qui les propulsaient naturellement au sommet de la pyramide de la vie. Les génétiques qui les composaient possédaient plus de chances de survivre ou de mieux vivre que les autres. Selon toute vraisemblance envisagée sur des périodes de plusieurs millénaires, les dérives génétiques étaient une considération très importante des Adamites pour un mariage épousant les variations naturelles dites divines. Bien plus qu'une race, ils étaient constitués comme l'archétype racial unique dont l'Adam et Ève devenaient le modèle à suivre pour les descendants qui demeura jusqu'à la venue de Noé. Toute dérive génétique revenait à orienter une antenne dans une direction moins souhaitable qui ne bénéficierait pas de tous les avantages généreux d'une codification appropriée, par exemple. Martyrisés par le rayonnement cosmique particulier de la zone de Von, dans la période des grands changements climatiques de la fin du premier millénaire, les dérives génétiques des Caïnites sont devenus intenables, produisant de nombreuses stars génétiques. À la mort d'Abel, il fut dit que Caïn, après s'être plaint à Dieu qu'il subirait les tourments de tous, s'il était condamné à errer, fut marqué d'un signe dans le front garantissant que nul ne lui toucherait. Beaucoup fut dit concernant la signification de cette signature. Il est bon de savoir que le mot front dans les anciens textes ne signifie pas le front d'un individu, mais celui du territoire et identifie la qualité de vie d'une zone par la distance qu'il occupe en rapport avec le pôle des anciens. Par extension, il faisait référence à la faible qualité de vie de la terre qui avait été choisie par Caïn, un fardeau. Il a été dit que cette signature de Dieu était un fardeau de fatigue que Caïn a eu à porter. Il a été aussi dit que cette signature était une lèpre qui lui ravageait le visage et le rendait repoussant. La génomique devint le cœur des préoccupations alors que la décadence de leur société se poursuivait inexorablement. Ce n'était pas la génomique moderne qui tente de comprendre le fonctionnement d'une roue à molette codifiant la vie. Malgré l'accès aux connaissances anciennes nécessaires, cette société décadente ne possédait simplement plus la masse critique de population, ni plus que les outils nécessaires à la mise en œuvre de ce qui pouvait corriger leur situation. Mais cette même décadence avait aussi eu comme effet de susciter au fil du temps un savoir-faire adapté, une médecine de brousse qui permettait de conserver l'essentiel. Il n'arrivait plus à comprendre le fonctionnement de la houlette à molette dans les moindres détails, mais il parvenait, grâce à cette médecine de combat-là, à marier les formes de vie différentes entre elles d'une façon telle qu'elles demeuraient aptes à féconder et à se reproduire. Il est dit dans la science moderne, la science populaire moderne, que la fécondation d'un cheval et d'un âne donne un mulet, une forme de vie hybride qui sera stérile et incapable de se reproduire. Cette tirade de la science moderne populaire est fausse, et il existe beaucoup d'anciens témoignages à l'effet que ces formes de vie-là ne sont pas stériles. Ils ajoutaient toutefois une variable qui devenait une garantie de son exclusion de cette même science populaire moderne-là, en disant que ça ne se produisait pas toujours et ça revenait périodiquement. Chemin faisant, ça constitue exactement ce que les anciens décrivaient comme étant l'évolution divine. Une évolution qui est exactement comme l'évolution moderne, ou en fait presque exactement comme l'évolution moderne, mais elle se produit par à-coups. La connaissance de la mécanique naturelle induisait la mécanique du génomique induisait naturellement la possibilité que l'homme tente de reproduire cette mécanique-là. La cellule vivante est un robot infiniment plus sophistiqué que la plus évoluée des créations des hommes, mais ce n'est qu'un robot. Celui qui possède le langage et le code source peut architecturer n'importe quoi. Le syndrome de Dieu. C'est à ce moment que j'ai compris que ces représentations que je prenais pour des visions de l'esprit, des chimères et des prières, n'en étaient pas.
la découverte d'une trentaine de murales représentant des familles entières d'hommes animaux possédant des caractéristiques humaines individuelles, la découverte des héros glorifiés, avec des visages possédant des groins, des têtes de carnassiers ou de lézards, la découverte de villages entiers avec des dormeurs géants et des murales à l'effigie de la race sémesque, dessinent enfin les courbes de ce millénaire-là. D'étranges formes de vie ont émergé de cet endroit dans les siècles qui ont suivi. Ils ont créé de nombreuses races d'animaux, des animaux slaves. Hein? L'animal est un esclave facile à diriger, capable d'effectuer les tâches les plus rebutantes sans trop rechigner, à peu de frais, un peu comme l'homme moderne. Des êtres différents qui n'en possédaient plus le nom, mais qui, tout comme nous, se réclamaient le droit à la vie, furent au cœur de nombreuses perturbations dans le millénaire suivant. L'enfant de l'inceste, c'est les races. À l'époque des Adamites du premier millénaire, il n'y en avait qu'une seule race. C'est avec un lourd fardeau que l'humanité est sortie de cette époque-là, puis aujourd'hui, là où il ne devrait y en avoir qu'une, il y en a plusieurs. Lorsque le reste de l'humanité a réalisé l'hérésie que ces êtres-là étaient en train de commettre, la belligérance ne s'est pas fait attendre très vite. La chaîne de production d'animaux de trait s'est transformée en une d'animaux de guerre, délivrant les mastodontes les plus puissants et les plus dangereux que la création a portés. Il n'y a aucun doute qu'une bande de rhinocéros quasi aveugles, la dimension d'une mini-fourgonnette qui fonce au galop dans un nuage de poussière, possède tout ce qu'il faut pour impressionner les guerriers les plus motivés soient-ils. Il y en a eu plusieurs. Le tigre à dents de sable, le mammouth, le rhinocéros, le grizzly, le lion, l'ours polaire, le boa, le babouin, le sanglier, le hyène, le chien d'attaque sont tous des animaux qui possèdent des aptitudes naturelles extraordinaires à survivre, qui ont probablement été des aptitudes accrues. Il faut ajouter à ça une panoplie d'animaux qui sont tous issus de la branche des reptiles, dont le boa, le crocodile, d'autres appartenant à des branches beaucoup plus anciennes, comme les dinosaures, le ptérodactyle, le tyrannosaure, l'ichthyosaure, le vélociraptor, le stégosaure, le tatou géant, et peut-être même le grand brontosaure. Des hybrides capables de vivre dans l'eau ont aussi été réalisés, l'orque, le cachalot, le narval. Certaines bêtes mythiques comme le kraken, le cachalot géant, la licorne, le basilic, le poulpe géant, proviennent aussi des manipulations de cette époque. Certains animaux familiers ont aussi été conçus et il ne suffira de penser qu'à la panoplie de différentes races de chiens qui constellent aujourd'hui notre vie moderne. De tous, les manipulations humaines ont sans doute été les plus étonnantes. Les hommes de cette époque étaient des géants. Ils possédaient une carrure beaucoup plus importante que maintenant et pouvaient atteindre plus de 3 mètres. C'est suite au déluge noétique que les hommes et les animaux ont pris des statures beaucoup plus frêles. Au fil de l'analyse, il a été possible de répertorier une douzaine de races différentes ayant constitué des communautés. De celles-là, la communauté des singes est celle qui s'est développée le plus. La Société des singes en vint à occuper tout le nord canadien, disputant les ressources avec les hommes. La vague d'indignation chez le reste de l'humanité s'est vite transformée en une d'abomination lorsque les hommes de l'époque ont compris que les leurs servaient à regarnir de sordides viviers. Les hommes ont été refoulés dans ce qui fut appelé l'Empire saint.
Alors que le déluge noétique est présenté comme un événement marquant, il l'a été certainement, mais ça n'a pas été la fin. C'est possible de considérer un moment comme la fin des abominations. C'est la période de 2 siècles qui s'étend entre le moment où a eu lieu le déluge noétique et celui des événements qui entourent la tour de Babel. C'est dans cette courte période qu'a été dicté l'archétype du nouvel homme, le noétique. C'est cette courte période qui a présidé à la naissance de Nimrod, le chasseur, le fameux Nimrod. Dans les 2 siècles qui ont suivi, utilisant toute la puissance laissée par les anciens, tout ce qui dépassait l'archétype Noé a été promptement éradiqué de la planète. Le temps de la chasse à grande échelle s'est terminé avec la tour de Babel qui a été appelée la confusion des langues. Il faudra revenir sur cette courte période et le déroulement des événements, mais il suffira pour clore l'épisode de dire que la confusion des langues a été un événement dirigé par une main qui n'avait rien de divin. Profitant d'une période de relative accalmie climatique et de l'ouverture de nouveaux territoires viables, c'est à ce moment que la descendance de Noé a investi la planète en se la séparant. En 150 ans, plus de 60 îlots de civilisation possédant des singularités raciales et linguistiques ont été implantés clé en main dans des endroits privilégiés à travers la planète. Des langues et des races toutes différentes, mais tous possédant le manuel du parfait colonisateur 101, et tous possédant une grande admiration pour leur patriarche, cette société mère constituée des descendants de Noé. Incidemment, tous avaient été nourris au même buffet et possédant une culture assez semblable. Ils s'accordaient sur une hiérarchie des dieux assez similaire à celle babylonienne, avec des noms un peu différents. Pour les descendants de Ham ou de Cham, les Chamites, l'enfant honni par Noé, les dieux s'appelaient Anu. Et ce nom se retrouve chez la plupart de la descendance, dont les Babyloniens, les Akkadiens, les Élamites, les Égyptiens, les Hittites, les Sumériens, ainsi que la plupart des cultes d'Asie. Beaucoup de peuples se sont réclamés de Dieu, comme les Hanuman, les Enu, les Inu, les Anunnaki, et des endroits comme le Vanuatu ou le Manu. À la sortie des événements de la tour de Babel, tout n'est pas réglé. Alors que les hommes guerroient ce qui reste de ces bêtes sur la planète, la pointe est de l'île du Devon, une zone montagneuse recouverte de glace, semble avoir été laissée à l'abri. Aujourd'hui encore, le seul accès à cette zone est protégé par la police canadienne et l'endroit apparaît comme encore plus mystérieux que le reste de l'île. Au fil du temps, les derniers choisissent de se réfugier à l'extérieur de la zone réputée viable et se cachent dans les chaînes montagneuses de l'Ouest canadien et de ce qui sont aujourd'hui les Aléoutiennes, ce chapelet d'îles volcaniques qui relie l'Asie à l'Amérique du Nord, au nord de la mer du Pacifique. Le seul endroit où ils étaient capables de survivre dans la chape de glace et qui recouvrait alors le Pacifique, c'est dans les calderas de volcans qu'ils ont trouvé un climat approprié à la survie puis qu'ils ont réappris à travailler les métaux. Voici le détail de l'une des nombreuses calderas de volcans que j'ai pu découvrir. La caldeira possède de nombreuses scènes sur les murs et en dépit de la limite de résolution offerte par le modélisateur 3D de Google Earth pour le visionnement des images verticales, il est possible d'y distinguer de nombreuses traces angulaires de factures humaines. Il y a peu de dormeurs géants de pierre à proximité, à l'exception d'un emblème constitué de lave identifiant l'appartenance des occupants. Le reste est principalement constitué de murales utilisant les couleurs de surface, et les pans de murales couleurs retiennent la chaleur et font fondre la glace plus rapidement que son environnement, laissant entrevoir les formes. L'emblème de lave le plus souvent utilisé est le démon, et il est manifeste que c'est dans ces mondes miniatures qu'il a été créé. Plus tard, le symbole du démon, un esprit infernal, a évolué en dragon, vomissant le feu de sa bouche, une étiquette qui était appropriée. Beaucoup de murales de ces régions montrent des scènes où le savoir prend une part prépondérante. Les gens utilisant de livres côtoient des objets à saveur résolument technologique comme des véhicules sans chevaux ou des véhicules volants. Je n'ai montré que la partie aléoutienne, la plus importante à la compréhension de l'histoire, mais ce n'est pas le seul endroit. De tels volcans démontrant des signes d'occupation existent partout, dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Amérique. Pour les autres volcans, ceux qui ne possèdent pas de caldeira intérieure, qui démontrent beaucoup moins de signes d'activité humaine que ceux qui en possèdent une. Certains volcans ne sont pas accessibles à cause de la couche de glace qui les recouvre, et bien qu'il faille considérer l'action des intempéries et des variations climatiques, l'accessibilité des endroits et certainement d'autres considérations d'ordre technique, certains volcans ne possèdent pas de traces d'occupation. Avec la remontée des eaux des derniers millénaires,
Beaucoup étaient alors à l'air libre et sont aujourd'hui sur le niveau des mers. Dans tous les cas, les volcans utilisés posséderont tous une source d'eau fraîche à proximité. Les cônes extérieurs de volcans et des montées d'accès seront marqués de personnages ou de visages. 1000 ans plus tard, la direction de la chape de glace du pôle Nord changeait, puis les enfants du fer ressurgissaient sous le nom de Telchin. Il serait judicieux de douter des motifs de la NASA à être de tels endroits. Ma quête de l'ancienne histoire m'amène à croiser leurs routes un peu partout. Ils ne sont pas les seuls. Il existe toute une classe d'organisations à haut profil scientifique qui sont tout à fait au courant de cette histoire cachée et qui, pour des activités de découverte du Nouveau Monde sous un angle ou un autre, ne sont que des prétextes à visiter les sites de ces anciennes cultures. Il serait simplement impossible de faire autrement. Loin d'une destination grand touriste, un billet d'avion pour ces endroits coûte 20 fois plus qu'un autre voyage. De fait, la totalité des images du Grand Nord canadien disponibles publiquement proviennent de spécialistes en mission de reconnaissance, puis la moitié d'entre elles présentent dans un coin ou un autre des fresques, des murales, des sculptures ou des restes d'anciennes constructions qui ne peuvent échapper au regard. Un recueil d'anciens contes provenant de l'époque historique dite fabuleuse vient résumer cette saga de la croisade contre le Devon. Il s'intitule Le Seigneur des Anneaux. Les textes de J.R.R. Tolkien, ayant conduit au film populaire, ne sont pas qu'une création de l'esprit. Le Seigneur des Anneaux est la somme de recueils et de légendes véritables de cette période cachée de l'histoire, patiemment ramassée par Tolkien, qui est un réputé linguiste. Déformés par les traductions, les perceptions, les raisonnements, ces contes sont néanmoins un des plus fidèles reflets qu'il soit possible d'obtenir des personnages et des événements qui ont marqué cette époque. Et sous certains aspects, les films de Jackson sont bien en deçà de la réalité. Ils en ont détruit beaucoup, mais certainement pas tous, puisque cette vague du fer s'est poursuivie longtemps après. Elle apparaît encore dans la société des Argonautes. En réalité, il est possible de croire que cette vague perdurera jusqu'au moment où l'homme a découvert la façon de sortir le fer du volcan en créant des bûchers capables d'entretenir les températures requises pour son travail. Malgré ça, le travail du fer volcanique semble s'être poursuivi durant un long moment. C'est à cette époque qu'ont surgi les grands regroupements constitués à partir des premières micro-sociétés amalgamées au fil du temps. Suffisamment importants, ils possédaient la masse critique pour envisager des réalisations sans équivalent depuis l'époque dite des dieux et sans commune mesure avec celle prêtée par l'histoire moderne. Quelle que soit la façon dont on retourne cette période de l'histoire, il est impossible de ne pas voir une fine continuité entre l'empire caïnite pré-déluge et celle des Chamites avec Nimrod, dont certains textes vont jusqu'à lui donner l'âge vénérable de 1800 ans. Voici que dans ce petit monde de l'après-déluge, régnait un géant qui a soumis le monde à sa botte, dont les faits d'armes ont été vénérés sous différents noms par toutes les générations qui ont suivi. Ajoutons aussi que ce géant-là possède une origine trouble, qu'il avait en sa possession toute la mécanique et la connaissance nécessaires, selon ce que je viens de vous décrire, à produire la vie. Et une mécanique étant ce qu'elle est, il n'y a qu'un pas à faire pour parler d'un bout de code qui conduirait au renouvellement perpétuel des cellules, appelé l'immortalité. Que ce soit possible ou pas, qu'elle ait été découverte ou pas, n'empêche en rien l'utilisation de ces connaissances-là pour réaliser la mise sur pied d'un simulacre qui aurait comme objet de produire des clones du même œuf à période régulière, garantissant d'avoir toujours un émeraude mature et bien éduqué sous la main capable de perpétuer la dynastie sur de longues périodes. Ce serait trop facile de balayer tout ceci d'un revers de la main. Toutes les anomalies physiologiques reflétées dans cette courte période de l'histoire ont pourtant été documentées dans les annales de la médecine et de la science. Il existe de nombreux témoignages concernant des géants de 3 mètres ou des crânes de lycocéphales qui posséderaient une capacité supérieure à celle des hommes modernes. Des endroits comme le musée de Saint-Pétersbourg possèdent des statues de cire des plus étranges d'entre eux, incluant ceux décrits dans l'histoire ancienne. Récemment, le saltman fut découvert dans un parfait état de conservation dans les marécages salés de l'Iran. Affublé des mêmes vêtements et équipements qu'un homme de l'époque, le saltman n'est rien d'autre qu'un satyre des Grecs. En finale, tout ça repose sur la capacité de procréation et rien d'autre. L'alliance noétique devint l'Église, dont Dieu dit qu'elle était bonne. Vue sous cet angle,
l'Église apparaît comme un pur mécanisme correctif mis en place par des terrestres qui, depuis cette époque, organisent les combinaisons génétiques à venir sous la bannière sainte en utilisant tous les moyens à sa disposition. Si l'histoire populaire est vraie, la découverte d'une seule murale couleur de 500 mètres dans le Grand Nord canadien posséderait tout ce qu'il faut pour attirer l'attention de la confrérie scientifique sur le sujet et remettre en question les fondements de l'histoire. J'en ai trouvé plus de 2000 sur la seule île Ellesmere, plus de 4000 dans le Grand Nord canadien et 6000 à travers le monde. Le quart des dormeurs géants ont nécessité des travaux d'une magnitude 100 fois supérieure à ceux qui furent requis pour la construction de la grande pyramide d'Égypte. Un jour, quelqu'un, quelque part, a concocté une nouvelle histoire sur laquelle tous se sont entendus comme des larrons en foire, l'Alliance. Il n'y avait plus que ça à faire. Y coller la réalité en effaçant tout ce qui cadrait pas, brûlant du coup livres et hérétiques et redessinant quelques bouts d'histoire ici et là, juste assez pour éluder les curieux, puis murer petit à petit toutes les issues menant à la vérité. Cette dissension raciale des humains est le fameux péché des hommes. Suivant une convention divine survenue à l'époque noétique, l'unification des races en direction de l'archétype idéal a été une constante préoccupation. Sous le couvert du papisme se retrouve aujourd'hui la matière cérébrale responsable de corriger la dérive originelle en provoquant la mixité des gènes par différentes méthodes. Ainsi que le gardien de la science des anciens, qu'ils utilisent pour conduire la société dans son développement en fonction d'une cédule précise, tout en interdisant des domaines représentant des atouts exclusifs. Différentes polices sont responsables du nettoyage de l'histoire hostile, de l'élagage du savoir ancien et de l'application du programme de mixité des gènes, soit par l'éducation, soit par la propagande, soit par les campagnes marketing, la guerre, les campagnes de viol, les politiques d'immigration, la haine, le nettoyage à vide, l'épuration ethnique, lorsqu'il y a trop de résistance, comme les Juifs par exemple. Sous le prétexte de cette alliance des hommes, un accord qui était dit plaire aux divins, eux seuls sont responsables de toutes les violences qui ont affecté le monde et la petite population depuis cette époque-là. Ça en fait de la souffrance puis du mort. Une bien étrange conception que celle d'un divin qui se réjouit d'une telle alliance des hommes dans laquelle la grande victime devra s'acclimater pendant 5000 ans d'un programme de souffrance cruel et autocrate duquel il n'y a aucune chance d'en sortir sans même en connaître les raisons. Ils ont choisi la génétique de l'arien blond-blanc de source allemande et leur ont donné les clés du paradis. Ils ont fait ça dans le dernier demi-siècle. Avec le savoir et la technologie des anciens récupérés par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, ils sont aujourd'hui à recréer dans les caves du Chili les troupes d'élite de la race supérieure qui officieront les grands changements du siècle à venir et la destinée des peuples du prochain millénaire sur la planète. L'influence de ces souches évoluées, munies d'un savoir évolué et d'un sentiment de supériorité, sera indiscutable sur la direction des communautés. En finale, deux de ces influences génétiques devraient prendre place, et la seconde aura certainement les yeux bridés. À cette étape-ci, j'aimerais offrir un plaidoyer en faveur de Caïn. La situation de Caïn n'est pas unique dans l'histoire ancienne, et peu de temps après le déluge, s'est produit une étrange histoire avec Noé, dans laquelle il répudie son fils Ham, le Chamite, et toute sa descendance, une morale qui est un peu similaire. Dans les deux cas, c'est cette répudiation-là qui a conduit à l'établissement d'une contre-culture, puis dans les deux cas, l'intransigeance des hommes de Dieu fut directement responsable d'un bris de relation avec leur progéniture, interdisant tout retour en arrière. Les deux hommes ne peuvent pas effacer une part de responsabilité qui est la somme de l'éducation qu'ils ont apportée à leur progéniture. N'eût été de cette intransigeance à l'origine de l'éclatement familial, les pères conservaient à tout le moins l'opportunité de continuer à influencer et même l'espoir de rediriger leurs fils respectifs dans une direction plus souhaitable. La morale d'une telle histoire démontre que cet étroit passage engage une contre-culture de vengeance extrêmement néfaste qui rebondira un jour ou l'autre contre ses auteurs, qu'ils soient une famille, un groupe ou un peuple. Les dommages conséquents à l'éclatement d'une famille, ou d'un groupe ou d'un peuple entier, menant à une solution finale, réclament souvent vengeance. Noé, le patriarche, était un fils des hommes. Noé était le fils de Lamech était le fils de Mathusaël était le fils de Maviel était le fils d'Enoch, qui lui était le fils de Caïn.
tous étaient porteurs des arts, des métaux du tissage, de la poterie, etc., qui furent à l'origine des sociétés d'autrefois, l'arbre de la science. C'est ça, l'arbre de la science. Certains de ces hommes sont réputés être morts, mais dans la période de la grande turbulence sociale qui a précédé le déluge, il est difficile d'être certain de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, chacun de ces personnages était de la bande à Caïn, et cette bande est réputée avoir atteint le statut d'immortel en 2950 avant Jésus-Christ. Mais voilà que cette bande de joyeux lurons, maintenant dotée d'un statut d'immortel et imbu du syndrome de Dieu devant tous ses rampants, lourdement chargé du savoir des anciens Atlantes et de toutes les facilités qui pouvaient encore exister 5000 ans après, n'aurait pas passé le cap du déluge noétique. Mais les suivants de Caïn demeurent sous la forme des Caïnites, et les hommes de l'époque sont constamment confrontés à eux. Même s'il fut dit que les hommes avaient changé après le déluge et qu'ils étaient plus frêles, plus petits et qu'ils vivaient moins longtemps, ce ne fut plus le cas de tous, débutant par Nimrod, qui démontrait les caractéristiques physiologiques des anciens avec sa stature géante. Les géants de savoir caïnites se sont perpétués encore pendant plusieurs siècles. De nombreuses hordes sous les ordres de rois inconnus ont déferlé dans les siècles qui ont suivi sur les autres royautés, des hordes inconnues. Que l'alliance des rois d'origine se soit perpétuée aussi longtemps sans qu'aucun ne considère rétablir l'histoire, que cette situation-là ne conduise sur notre société à deux vitesses, laisse poindre la possibilité que rien de tout ceci ne soit terminé. Le mélange des races s'est poursuivi et se poursuit encore et n'arrêtera pas. C'est ce qu'ils font depuis pour gommer la balafre. La philosophie divine, l'astrologie chaldéenne, la navigation des anciens, l'histoire ancienne, étaient-elles toutes le fil d'Ariane qui permettait de retrouver l'ancienne histoire. Il devait disparaître. Depuis ce jour-là, ils mélangent les gènes du troupeau et élèguent tout ce qui dépasse sous le vocable de saint. Ils effacent l'histoire pour ne laisser qu'un conte insipide à l'eau de rose, rebutant les curieux. Ils dirigent soigneusement l'évolution des connaissances, la dissémination du savoir, l'arbre de la science en fait. La société des hommes n'a jamais été plus la même par la suite. Depuis ce jour-là, ils ont appris à être Dieu. La Terre porte maintenant deux sortes d'animaux humains. Une de ces races-là est un herbivore et ne songe qu'à vivre de la nature. L'autre est un prédateur constamment à l'affût de l'autre race. Quoi qu'il en soit, les Tulus et les hommes lézards se sont évanouis, ce qui est une surprise au vu de leur capacité cérébrale apparente. Et les hommes singes, quant à eux autres, ont appris à vivre dans les montagnes de l'ouest de l'Amérique et de l'est de l'Asie, où ils sont aperçus de temps à autre sous le nom de Sasquatch et de Yeti. Aucun doute qu'ils se méfient des hommes. Quant aux fameuses prétentions extraterrestres, j'attendrai avant de déchirer ma chemise. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça complète l'histoire du second millénaire. Ici Pierre de Châtillon. Nous sommes en février 2011.